OK, là, ça va pour vrai. Comment ça va? Plan de match, Marc? On parle NCAA aujourd'hui. Oui, la NCAA, communément appelée la National Collegiate Athletic Association. Donc, je vais m'attarder vraiment au D1, là, D1 Men Ice Hockey, dans le sens, je ne toucherai pas au côté féminin, je ne toucherai pas non plus au D2, D3, mais je vais quand même le souligner. Donc, si tu me permets, je vais y aller. On se lance. Écoute, avec le Frozen Four qui commence demain, Exact. on s'est dit, meilleur timing, c'est de parler de ça cette semaine. Donc, le plancher de danse est à toi, mon cher. Génial. Donc, vraiment, la forme championship, là, vraiment comme on la connaît aujourd'hui, date de 1948. Donc, quand même, surtout que c'est un héritage qui n'est pas tout à fait un héritage de hockey. Tu sais, on a plus une tradition, mettons, on va dire canadienne au niveau du hockey. Donc, on a eu tendance à parler plus de la OHL, de la WHL, de la Q. Donc, ce sont vraiment des ligues où on avait un format là, 4 de 7, 4 rondes avec des classements. Là, on a vraiment une forme qui est plus traditionnelle du basketball et du football, là, vraiment collégial, universitaire. Donc, ce sont toutes des équipes américaines et ils sont toutes affiliés à des universités. Ensuite, là, je me suis dit, ça serait quoi le bon baromètre pour comprendre un peu qui se retrouve dans ces ligues-là? Donc, grosso modo, la dernière année d'éligibilité pour se rapporter à un programme universitaire et s'inscrire à des cours, c'est 21 ans. Okay. Et tu as 3 ans pour remplir. En fait, tu as 3 ans le maximum pour remplir, par exemple, un bac ou ne serait-ce que faire une partie, mettons, je dis n'importe quoi, tu veux devenir médecin, ben, tu fais 3 ans et la balance, c'est à peu près 6-7 ans. Donc là, ça, tu le feras sans jouer au hockey. Donc, les joueurs les plus vieux ont 24 ans et ils acceptent des joueurs de 17 ans. Mais il faut que tu aies terminé, écoute, là, c'est quoi, je pense, ta 11e année d'université. Donc, grosso modo, il faut que tu aies fini ton secondaire américain ou les Canadiens, par exemple, Celebrini puis Wood, Matthew Wood, entre autres, sont des exemples. Eux, ils ont terminé leur secondaire au Canada, qui a une année de moins. Donc, c'est pour ça qu'ils sont éligibles à 17 ans. Ouais, c'est ça. Ça vient dans le fond, ça vient équilibrer là, justement avec les systèmes scolaires. Oui, exactement. Si je donne un exemple, y a-t-il un espoir cette année américain, mettons, ben là, parce qu'il y a des, mettons, Cole Iserman, mais USNTDP, qui voulait terminer. Mais si, mettons, il avait voulu aller à l'université, il ne pourrait pas, parce qu'il n'a pas encore terminé, je pense, qu'il est comme la 11e année. En tout cas, il n'a pas terminé son secondaire. Donc, grosso modo, c'est des joueurs entre 17 et 24 ans. La NCA, il y a 3 niveaux, le D1, le D2 et le D3. Donc, le D2, ça n'existe pas vraiment, parce que depuis 1999, il n'y a plus de commanditaires. Donc, tu joues D1 ou D3. Moi, j'ai un ami qui a joué D3, puis il m'a expliqué comment ça fonctionne. C'est des fois, tu peux le faire rappeler. C'est une ligue qui n'a pas de commanditaire vraiment, fait qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle des sponsorships, donc des bourses d'études, comparativement au D1. Le D1, tu as 18 bourses par équipe. Donc, pour, mettons, 22 gars, ça veut dire que tu as 4 gars qui n'ont pas de bourse, malheureusement. Ouais. Souvent, ça fonctionne par ce qu'on appelle le commitment. Donc, tu te commets à une équipe. Donc, par exemple, Cole Iserman a dit qu'il allait rejoindre l'université, si ma mémoire est bonne, du Vermont. Et là, il a transféré à BU. Donc, il a donné, comme on dit, une espèce de... Ouais, se commettre, là, ça serait vraiment la meilleure façon. Donc, il dit, moi, je m'en vais jouer pour vous. Donc, il y a un des scholarships, ce qui permet de restructurer l'équipe puis de voir à peu près les gars s'en vont où. Parce que, règle générale, c'est 64 universités, la NCAA, mais c'est quand même, on va se le dire, concentré en 5, 6, 7, 10 universités maximum. Là, le Minnesota a toujours un club pacté. BC, BU ont toujours des clubs pactés. Ouais. Donc, c'est pour que les équipes puissent se réorganiser. Donc, c'est 64 universités divisées en 6 divisions plus 1. Ça, c'est très compliqué, mais grosso modo, il y a l'Atlantic Hockey, Big Ten, CCHA, ECAC, Hockey East, puis NCHC. Donc, ça, c'est 6 plus Division I Independence, qui sont des universités qui sont là, mais techniquement ne font pas partie des 6 divisions officielles qui, elles, vont se battre pour faire partie du championship et après ça, du Frozen Four. Est-ce que c'est quand même clair? Oui, c'est super clair. Puis, tu sais, j'allais amener aussi le point que, justement, la Division 2, il y a quand même un débat à avoir avec, justement, l'utilisation de la USHL. Souvent, les joueurs qui vont décider d'aller jouer ou poursuivre leur hockey aux États-Unis vont se commettre dans une équipe de la USHL avant de faire le saut en Division 1 là, de la NCAA. Mais justement, j'allais te poser la question... vu qu'on est là-dessus, tu parlais de Minnesota, tu parlais aussi notamment des 2 écoles de Boston, mais si on avait à
dresser le portrait là, pour les gens qui connaissent un peu ça. Quelles sont les équipes un peu plus à surveiller en termes de succès, mais en termes aussi d'histoire dans la NCAA Division 1? Ouais, ben écoute, vite, les bonnes universités. Denver a 9 titres et Michigan en a 9 aussi. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait une des deux équipes, parce que dans le Frozen Four, pour ceux qui ne savent pas, c'est Boston College, les Wolverines de Michigan, parce qu'il y a 3 équipes au Michigan, Ouais. Denver et BU. Ce seraient les 4 équipes. Donc, Denver et Michigan pourraient surpasser les fameux. L'une des deux équipes pourrait surpasser l'autre. Voilà. Donc, la manière que ça fonctionne, je vais vite passer la saison pour arriver aux séries, pour vraiment aller toucher le nerf de la guerre. Là. C'est 34 matchs en saison, plus les séries, qui est le National Championship. Donc, c'est 16 équipes qui vont faire partie des séries à single elimination, donc une mort subite. Une défaite, merci, bonsoir, c'est fini pour toi. Donc, pas de 2 de 3, pas de 3 de 5, pas de 4 de 7. Chacun des champions des 6 divisions ont un laissez-passer. Donc, les 6, donc de Boston College à Minnesota, eux sont assurés de faire partie du National Championship. Ensuite, si tu m'as bien suivi, il y a 16 équipes. 6 sont qualifiées. Les 10 autres, c'est un comité qui les choisit, ces équipes-là, avec des règles qui encadrent les sélections. Tu ne pourrais pas dire, par exemple, moi, je vais prendre Bemidji State, là, le dernier, puis moi, je suis avec eux, moi, je suis à l'aide. Non, non. Il faut qu'au moins tu joues, par exemple, pour 500. Donc, il y a à peu près une dizaine de règles, et l'une d'elles, c'est, entre autres, il faut que tu joues pour 500. Donc, 1-4 va, là en ce moment, donc la manière que ça fonctionne pour le top 6, tu sais, 1 va être avec 4, 2 va être avec 3 du côté gauche et du côté droit. Donc, c'est pas Est et Ouest. Et ensuite, c'est par élimination subite. Donc, évidemment, l'équipe numéro 1, qui est Boston College cette année, va avoir le parcours le plus simple, le plus aisé. Donc, 8 d'un bord, 8 de l'autre. Et là, on va se rendre en finale. Là, on a le Frozen Four, donc les 4 meilleurs. Et ensuite, on va se rendre en finale nationale. Donc, voilà, ça se passe au Xcel Energy Center. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est à Saint Paul, au Minnesota. C'est l'aréna du Wild. Et voilà. Si je peux me permettre de faire juste un petit édito vite. Vas-y. Mon Dieu, que le junior canadien, là, c'est. Je sais pas si c'est parce que je suis canadien, mais me semble. Je sais pas. C'est pas, mettons, la meilleure manière de développer des gars. 68 matchs. Ouais. Les meilleurs joueurs sont tous au Canada, et même que de plus en plus en Ontario puis dans l'Ouest et des fois au Canada, dans la Q, tu as des gars américains qui viennent. Tu as le droit au draft des imports. Puis en plus de ça, tu joues sur des glaces style nord-américaine, tu joues 68 matchs, tu peux te rendre jusqu'aux séries puis Coupe Memorial. Un gars peut jouer à peu près une centaine de matchs dans une année. Là, tu vas me dire, ouais, mais en USHL aussi, ouais, mais le calibre est pas mal moins bon. 34 matchs dans une année, là, puis maximum 39 matchs. Non. Puis surtout que ça devient super redondant. Mais ça, on s'en est déjà parlé, ça devient super redondant. Tu vas affronter rapidement les bonnes équipes, les moins bonnes équipes. Il va vraiment avoir un déséquilibre en termes de classement. Donc là, la compétition ou l'adaptation, disons, est un peu plus difficile. Puis justement, on va parler d'équipes qui vont décider de soit qu'ils vont avoir les meilleures installations, ils vont avoir les meilleurs programmes d'entraînement, il va avoir, en tout cas, il y a tout plein de raisons qui font en sorte que les meilleurs joueurs se retrouvent tout le temps au même marché. C'est drôle, je m'entends parler, puis on dirait un peu qu'on parle de baseball, c'est un peu ça aussi, tu sais. Les équipes les plus riches, les équipes les plus alléchantes vont tout le temps se retrouver avec les meilleurs joueurs, ce qui crée des inégalités et moins de surprises, justement, dans les finales, soit du championnat national ou du Frozen Four en soi. Là. Donc, non, effectivement, je suis d'accord avec ton point, Marc. C'est rare que des gars qui s'en vont à Anchorage en Alaska, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Au basketball, des fois, c'est pas rare. Tu as 3-4 chums qui se mettent dans une équipe, puis finalement, ils deviennent la meilleure équipe. C'est ça. C'est comme le cap salarial n'est pas le même pour tout le monde. Fait que des fois, les gars, ils se disent, hey, LeBron, hey, je vais aller jouer avec un tel, puis là, finalement, ils se ramassent avec un top 3 puis un top 4. Exact. Puis, là, ils n'ont pas de mérite. C'est pas la force du recrutement, c'est pas la force de la vision. Quelle équipe de la NCAA n'aurait pas voulu avoir Smith, Leonard, Perrault, Fowler, puis Cutter Gauthier? Ouais. Non, exact. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas besoin de ça. Les gars ont envie d'avoir un feeling LNH avec des installations hors pair. Puis moi, j'ai l'impression là, que c'est un contexte universitaire où il y a du hockey et que la Q, par exemple, c'est un contexte de hockey avec un marché, des fans, où il y a le reste. Où tu peux avoir quand même tes études là, de manière correcte. Et pire que ça, Colby Barlow, Owen Beck, Sean Farrell, tous ces gars-là, là, mais là, Sean Farrell, il a décidé d'aller jouer à Boston, à Harvard. Des gars, disons la vérité, là, Colby Barlow, il a une moyenne de 96 par année, puis Owen Beck, 98 par année.
S'il veut aller à Princeton après, là, puis à Yale, ben, il peut y aller. Là. Il n'y a rien qui l'empêche si jamais il n'y a pas de carrière d'aller là. Il est assez bon pour le faire. Donc, non, surtout, il vote les séries. Y a-tu de quoi moins hockey nord-américain que hey, on va voter pour le reste? Les 10, là, on va jaser de ça, puis j'ai fini en haut 3. Excuse, t'as pas été voté. Tu fais tant la non, mais c'est ça pour vrai. C'est ça pour vrai. Puis, écoute, on va